Ok, on va démarrer. Désolé pour le retard. Donc, on va essayer de retrouver la virologie après une petite pause de quelques semaines. Et pour le reste du temps, c'est moi qui vais faire les cours le mercredi. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, on a considéré ou on a essayé de comprendre les stratégies de réplication ou d'expression du génome des virus à ADN. Aujourd'hui, notre sujet, ce sera la stratégie de réplication des virus à ARN simple brun plus et brun moins. Et on va terminer en regardant la stratégie pour la réplication et l'expression des génomes des rétrovirus, classe 6. Alors pour les virus à ARN, une grande différence par rapport aux virus à ADN, c'est que pour la grande majorité de ces virus, la réplication a lieu dans le cytoplasme, tandis que pour la grande majorité des virus à ADN, tout se passe dans le noyau. OK. Donc pour les virus à ARN, le génome est en ARN, donc il doit être copié en une autre copie en ARN. Et pour cela, il faut absolument une polymérase à ARN dépendant de l'ARN. Ce type de polymérase n'existe pas dans la cellule, donc tous les virus à ARN doivent coder pour une polymérase ARN dépendant de l'ARN quelque part dans leur génome. C'est ce qui fait que on va avoir un RDRP, RNA Dependent RNA Polymerase, exprimé dans la cellule infectée, parce que ça sera nécessaire pour répliquer le génome. Par contre, il y a une grande différence entre les virus ARN brun plus et les virus ARN double brun ou brun moins. C'est que pour les virus ARN brun plus, l'ARN génomique peut être pris en charge directement par le ribosome cellulaire, ce qui fait que les virus ARN brun plus n'ont pas besoin d'apporter avec eux la polymérase ARN dans la particule virale. Mais pour les virus ARN double brun ou brun moins, leur génome ne peut pas être directement traduit, on ne peut pas servir directement comme un ARN messager. Donc la première chose que le virus doit faire après l'infection, c'est de produire des ARN messagers. Et pour cela, il a besoin de porter avec lui, dans la particule, une polymérase ARN dépendant de l'ARN. Okay, donc ça, c'est une grande différence entre les virus ARN brun plus et les autres virus à ARN. Donc on va regarder quelques exemples de stratégies de réplication virus ARN brun plus, brun moins et des rétrovirus. Alors pour les virus à ARN brun plus, ceux qui arrivent dans la cellule, dans le cytoplasme de la cellule infectée, c'est le génome viral. La première chose qui va se passer, c'est que cette ARN génomique sera traduite en protéines. Ce qui nécessite que l'ARN génomique du virus doit être pris en charge par le ribosome de l'hôte. Et le problème, enfin, un des problèmes que le virus doit résoudre, c'est on a une molécule d'ARN génomique. Il doit coder pour l'ensemble des protéines virales, les protéines de capsides, l'ARN polymérase et d'autres protéines éventuellement. Alors, comment on peut faire pour exprimer plusieurs protéines à partir d'une seule molécule d'ARN? Ça, c'est le problème que le virus doit résoudre. Donc, à partir de là, on a exprimé des protéines virales, y compris l'ARN polymérase virale. Et cet ARN polymérase va servir pour répliquer
le génome. Donc d'abord, l'ARN génomique va être transcrit en une copie brin-moins. La copie brin-moins servira comme matrice pour retranscrire des copies de l'ARN génomique. Alors pour le premier problème, comment exprimer plusieurs problèmes. Voilà. Ça c'est en gros deux problématiques pour les virus ARN brun plus. Alors quelques exemples de virus ARN brun plus, les picornaviridés, Pico pour petit, RNA pour le génome en RNA. Alors, chez les picornaviridés, très grande famille, on trouve des entérovirus, donc les virus qui donnent des gastro-entérites ou qui se répliquent dans l'intestin sans provoquer des symptômes. C'est le cas pour le virus de la poliomyélite. Le virus de l'hépatite A, c'est un picorna. Aussi, les différentes souches de rhinovirus. C'est en termes de virus humain. Cette famille infecte de nombreuses espèces animales. Et un autre membre notable des picornaviridés, c'est le virus de la fièvre afteuse, extrêmement infectieux et extrêmement difficile à contrôler, ce virus. Donc les particules virales sont non enveloppées, icosahédriques, T égale 3. Donc en bleu, ici, on a les sommets avec les pentamères de VP1. Et on a des hexamères formés de VP2, VP3. Donc on a un pas ici, un pas par là, ça fait T égale 3. Donc ces particules virales sont extrêmement stables et c'est ce qui fait que tous ces virus-là peuvent avoir un mode d'infection relativement indirect. Pour les entérovirus, ils vont être excrétés dans les selles. Le virus va rester infectieux pendant un certain temps avant d'être ingéré par la prochaine personne infectée. Pour que ça marche, la particule virale doit rester relativement stable en dehors de l'autre. Alors, donc à l'intérieur de cette particule-là, on retrouve l'ARN génomique, ARN simple brun plus de petite taille, 7,5 kilobase. Donc ces virus-là circulent dans la population humaine depuis assez longtemps, on pense depuis au moins 3000 ans, parce qu'on a remarqué sur ce stèle d'un tombeau égyptien, cette image ici, ça date d'il y a 3000 ans. Donc ça, c'est un prêtre qui marche apparemment avec une canne, et sa jambe ici montre une sorte de... ou en tout cas, les experts pensent que ça ressemble pas mal à une sorte des séquelles d'une poliomyélite, avec une jambe qui a une sorte de paralysie flasque. Donc ça, c'est une indication que ce virus a été avec nous depuis longtemps. Actuellement, ce qu'on va voir dans 2 semaines, c'est une infection qui est presque éradiquée, mais c'est un travail très difficile. D'autres exemples de virus ARN brun plus, ce sont les flaviviridae, par exemple le virus de l'hépatite C. Alors, d'autres membres sont le virus de la dengue, la fièvre jaune. Tous ces virus sont des virus avec une capside icosahédrique, mais cette fois-ci enveloppée. Des génomes un peu plus longues. Et ces particules-là sont relativement peu stables en dehors de l'autre. Donc on a une transmission soit par des vecteurs, donc le virus ne sera pas transmis d'une personne à l'autre directement, mais il ne sera pas relibéré dans l'environnement sous forme particule virale. Il va être cuvé ou couvé bien au chaud, gardé bien au chaud par son vecteur, entre autres. Bon, le virus de l'hépatite C, c'est une exception. Le mode de transmission est soit iatrogène, via des soins médicaux, ou alors via des pratiques où on perce la peau, mais sans faire attention au matériel que l'on utilise.
pense qu'on ne connaît pas tout sur la transmission du virus de l'hépatite C parce qu'il y a quelques foyers familiaux qui ne sont pas vraiment expliqués, notamment en Égypte, qui est le centre mondial de l'incidence de l'hépatite C. Ok. Donc on va considérer principalement les picornaviridae et on va pointer quelques ressemblances et quelques différences entre flaviviridae et picornaviridae. Donc l'exemple principal qu'on va présenter, c'est le virus de la poliomyélite, et ça va être vrai pour tous les picornas. Alors quand on regarde l'ARN génomique des picornavirus, on voit que, bon, en 5', on a une protéine virale qui est attachée, on n'a pas un coiffe 5', on a une protéine virale VPG. Quand on regarde la polyprotéine virale, on a un cadre ouvert de lecture qui couvre la majorité du génome, qui est ici. Et ce qu'on remarque, c'est que le codon d'initiation de ce cadre ouvert de lecture, ce n'est pas le premier codon d'initiation qui est utilisé, qui est présent dans l'ARN viral. Donc on a une initiation de la traduction à l'intérieur de l'ARN viral. Et donc on n'a pas le mécanisme standard d'initiation de traduction, c'est-à-dire que le ribosome va se fixer sur l'extrémité 5' et il va utiliser le premier AUG que l'on retrouve en aval. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est plutôt que le ribosome va se fixer sur ce qu'on appelle un IRES pour site interne d'entrée ribosomale. Et c'est à partir de la fixation du ribosome sur l'IRES qui permet l'initiation de l'instruction à l'AUG, premier AUG en aval de cette IRES. Alors l'IRES c'est quoi? C'est une structure en ARN secondaire assez développée qui permet la fixation de certaines protéines. Alors, puisque le virus ne va pas utiliser le même système d'initiation de traduction que les ARN messagers cellulaires, le virus peut donc inhiber la traduction des ARN cellulaires en clivant le facteur d'initiation EIF4G par la protéase virale. Et donc ça va inhiber la traduction des protéines cellulaires, mais pas la traduction des protéines virales. Donc le virus est capable de contourner toute la traduction cellulaire et exploiter tous les ribosomes cellulaires pour la production de protéines virales. Okay, juste pour regarder en plus de détails cette histoire de IRES. Donc, différents virus ARN brun plus utilisent différents types d'IRES. Donc, pour l'introduction des ARN messagers cellulaires, on a besoin d'avoir la fixation de facteurs d'initiation EIF4E sur la coiffe 5'. Et c'est ça qui va permettre de recruter le EIF4G et les autres facteurs d'initiation de traduction. Pour les IRES de type 1 et de type 2, on a besoin de tous les facteurs d'initiation de traduction, sauf celui qui se fixe directement sur la coiffe 5'. Tandis que pour les flaviviridae, on a besoin uniquement de EIF2 et EIF3. Et on a le recrutement quasi direct du ribosome sur l'IRES. Ce qui fait que les structures ici, les séquences IRES des flaviviridae et des picornaviridae, ne sont pas des structures vraiment homologues. C'est plutôt une convergence évolutive. On a une fonction qui est analogue, mais le mécanisme est assez différent. Donc, initiation de traduction via une IRES. Ensuite, le ribosome va traduire tout le cadre ouvert de lecture qui couvre pratiquement le reste du génome viral, ce qui va produire une polyprotéine.
Donc cette polyprotéine en elle-même, ce n'est pas une protéine fonctionnelle, elle doit être clivée par des protéases virales. Là où les. Bon, chez les piquants de virus, on a deux protéases virales, le 2A, c'est celle qui clive le facteur d'initiation EIF4G, et elle est aussi responsable du clivage entre les protéines de capsides et les protéines impliquées dans la réplication du virus. Alors ça, c'est le premier clivage protéolytique. Entre P1 et P2. Et tous les autres sont provoqués par la protéase 3C. Un truc à retenir ici, c'est que pour les parties P3, là, ici, l'ARDRP, c'est la polymérase ARN virale. Ça, c'est codé par dans ce qu'on appelle la protéine 3D. 3C, c'est la protéase. Mais un produit majeur des clivages protéolytiques, c'est la polyprotéine 3CD. Et ça va jouer un rôle dans la régulation de la réplication virale. Donc CD n'est pas systématiquement clivé en 3D et 3C. Un autre truc à regarder en tête ici, c'est l'organisation générale des protéines. Donc on a les protéines de capside en N-terminal et les protéases, la polymérase, les protéines impliquées dans l'implication intracellulaire en 3', en C-terminal de la polyprotéine. C'est quelque chose qu'on retrouvera un peu plus loin. Donc ça, c'est comment le virus fait pour initier l'introduction et exprimer plusieurs protéines fonctionnelles à partir d'un seul ARN messager. Donc à partir de ça, le virus a produit ces protéines, y compris la polymérase ARN. Alors comment on va initier la synthèse de l'ARN? Bon, chez les flaviviridés, on n'a pas d'amorce. On va commencer la polymérisation tout de suite sur l'ARN génomique. Pour les piquants d'Aviridae, la protéine VPG sert d'amorce. Donc la première étape, ce sera l'ajout d'uridine sur la protéine G. Et ces uridines-là vont s'hybrider avec la queue polia qui est en 3' de l'ARN génomique. C'est comme un ARN messager. Mais ça va poser un problème pour le virus. Parce que, évidemment, ce complexe VPG avec les deux uridines va pouvoir se fixer sur n'importe quel ARN messager cellulaire qui termine tous avec une queue polia. Donc, comment se fait-il que le virus peut reconnaître spécifiquement l'ARN viral? Et ça, c'est encore le rôle des structures secondaires dans l'ARN génomique. Et on va regarder comment ça va se passer. On a principalement deux structures qui vont être impliquées. En 5', juste à côté de la protéine G, la VPG, on a une structure en feuille de trèfle qui n'est pas impliquée dans l'IRES. C'est uniquement important pour la réplication de l'ARN. Et au milieu de l'ARN génomique, on a une structure en tige boucle qui est le cis-acting RNA element, le CRE. Et c'est la CRE qui va jouer qui va être important pour attirer les protéines virales impliquées dans la réplication de l'ARN. Donc, la CRE va se fixer deux copies de la protéine 3CD. Okay, c'est cette protéine qui n'a pas été clivée en protéase et polymérase. Il reste en polyprotéine, mais qui est fonctionnelle. Donc, cette structure-là, tige boucle, plus deux copies de 3CD, va recruter la 3D, c'est ça la polymérase. Ensuite, la VPG, et la polymérase va rajouter deux uridines à l'extrémité sur la VPG.
Ensuite, 3CD va aussi s'attacher à la structure en feuille de trèfle. Et cette fois-ci, on aura l'interaction entre ce complexe feuille de trèfle 3CD avec la poly-A binding protein, un cofacteur cellulaire, qui, elle, sera attachée à la queue poly-A de l'ARN génomique viral. Et c'est à ce moment-là que c'est ça qui va permettre le transfert de notre VPG diuridine sur l'extrémité de la queue poly-A de l'ARN génomique. Et ensuite, la polymérase 3D va continuer à ajouter des nucléotides ici et va synthétiser le brin complémentaire à l'ARN génomique. Donc, c'est que pour que ça marche, il faut qu'on ait les trois choses dans la même molécule d'ARN. Okay, on a besoin d'avoir une queue poly-A, on a besoin d'avoir la structure CRE au milieu, et on a besoin d'avoir la structure en feuille de trèfle à l'extrémité 5' de l'ARN. C'est pour ça que la polymérase virale va répliquer uniquement les molécules intègres de son génome. Et il ne va pas se mettre à transférer des copies des molécules d'ARN qui sont partielles. Donc ça, c'est important pour que le génome viral reste intègre. OK, donc je ne suis pas sûr que mon système pas le faire. OK, pour une raison inconnue, le réseau, ça marche dans la salle à côté, dans le 101, mais ça ne marche pas ici. Alors, je vais vous poser ces questions-là et à main levée. OK, donc d'après ce que je viens de dire, qu'est-ce qui est vrai pour les picornaviridés, fausse pour les flaviviridés? Réfléchissez un petit peu. Ensuite, on va voir. C'est bon pour tout le monde? OK. Alors, vrai pour les picornas, fausse pour les flaviviridés. Alors, qui dit A? OK, pas mal. Je ne vais pas compter, mais vous êtes pas mal à dire A. B. Qui dit B, c'est vrai pour les picornas, fausse pour les flaviviridés. 0. Qui dit C? 0. Qui dit D? D? Qui dit D? OK, quelques-uns. Oui, vous avez bon là, OK? Donc, A et B, c'est dépendant de la structure de la particule virale. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, A, les particules de picorna sont plus stables parce que ce sont des virus non enveloppés, virus nus. Et à cause de ça également, les flaviviridés rentrent par fusion membranaire par les picornavirus. C, c'est faux, tous les deux, c'est entièrement dans le cytoplasme. D, c'est ce qu'on vient de voir. Flaviviridés n'utilisent pas d'amorce protéique pour la synthèse de l'ARN génomique, donc c'est faux pour eux. Ok, deuxième question. Imaginez que on vous a bombardé, chef du département de recherche en médicaments antiviraux chez Merck. Vous devez développer des médicaments antiviraux dirigés contre un flavivirus. Quelles sont les cibles pharmacologiques possibles?
Ok. C'est bon? Qui dit A? Qui dit B? Qui dit C? Qui dit D? Ok, évidemment, A c'est faux, aucun virus n'a des ribosomes. B c'est faux, c'est un virus ARN, pas un virus à ADN. C, correct. D, aussi correct. La protéase, l'activité de la protéase. Ok, effectivement, j'ai pas dit. Pour les picornavirus, on exprime une polyprotéine. Ensuite, on a un clivage par la protéase, là où les protéases virales. Chez les flavivirus, c'est la même chose. Okay, le génome code pour une polyprotéine et une protéase virale est essentielle pour le cliver en protéine fonctionnelle. Mais effectivement, je n'avais pas dit ça. Donc, à noter, ce système, traduction d'une polyprotéine et clivage par une protéase virale, c'est vrai aussi pour les flavivirus. Donc, de ce fait, la protéase virale, c'est une cible pharmacologique. Si on inhibe, la polyprotéine reste intacte, on ne produit pas des protéines fonctionnelles. Et donc, on ne peut pas produire des particules virales ni répliquer son génome. Et en effet, ces deux types de médicaments existent pour le virus de l'hépatite C. Celui-là, la polymérase ARN virale, c'est le sofosbuvir, la molécule qui coûte 30 000 € par patient, en gros. C'est ce qui est proposé par la boîte Gilead qui l'a commercialisé. Et il existe aussi des inhibiteurs de la protéase virale qui sont efficaces. Ok, donc ça, c'est le résumé picornavirus flaviviridé. Je pense qu'on ne doit pas trop tarder dessus. On a dit un petit peu tout ça. À retenir, donc, c'est les ressemblances et les différences entre les deux. Okay. Les ressemblances, c'est l'utilisation d'une IRS, mais en fait, l'IRS ne fonctionne pas de la même façon, précisément. Tous les deux codent pour une polyprotéine qui doit être clivée par une protéase virale. Et pour leur application, bon, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va passer maintenant au virus ARN brun-moins. Donc cette fois-ci, après l'infection, on a l'ARN brun-moins qui arrive dans la cellule infectée. La première chose que le virus doit faire, c'est exprimer des ARN messagers à partir de son génome pour pouvoir exprimer des protéines virales. Donc évidemment, l'ARN brun-moins n'est pas un substrat pour une polymérase cellulaire. Donc, l'ARN polymérase dépendant de l'ARN viral doit être présente dans la particule virale et doit être livrée à l'intérieur de la cellule infectée au même temps que l'ARN génomique. Sinon, ça ne va pas marcher. Et un problème pour le virus va être, OK, j'ai mon ARN génomique, ARN brun-moins, comment je vais faire pour exprimer plusieurs ARN messagers distincts, codant pour différentes protéines, à partir d'une seule ARN brun-moins. Donc une fois qu'on a produite ces ARN messagers viraux en protéines, on produit les protéines de capsid, l'ARN polymérase, la nucléoprotéine, et on peut repiquer le génome, d'abord via une intermédiaire ARN brun+, qui sert d'amorce pour synthétiser le génome en brun-moins, en ARN brun-moins. Donc on a cette question-là, comment transcrire plusieurs ARN brun+ à partir d'une seule matrice en ARN brun-moins? Et il y a deux solutions très différentes qui ont été adoptées ou qui ont évolué chez les virus ARN brun-moins.
La première, c'est ce qu'on voit chez les orthomyxoviridae, donc c'est-à-dire les virus de la grippe, les virus apparentés. Donc chez le virus de la grippe, on trouve trois souches, enfin trois sous-espèces, on va dire, A, B et C. On ne s'occupe pas du virus, le virus de la grippe de type C parce que c'est en général asymptomatique. Les souches qui peuvent être dangereuses sont les virus de la grippe A et B. Donc le vaccin contre la grippe saisonnière, c'est toujours deux souches de virus de grippe type 1 et une souche de virus de la grippe type B. On ignore le C. Les togotovirus sont les virus avec la même forme que les orthomyxovirus, mais normalement on n'infecte pas l'espèce humaine. Ils sont transmis par les tiques, circulent chez les animaux, et peuvent de temps en temps être transmis à l'homme. Il y avait un cas d'infection à un virus togoto mortel aux États-Unis il y a un mois, il me semble. Donc de temps en temps, on peut avoir une transmission animal-homme via les tiques d'un virus togoto. Alors, les orthomyxoviridae sont des virus enveloppés avec une nucléocapside hélicoïdale. Et chaque particule virale va comprendre ou va inclure 8 segments, ou 7 pour les virus de type C, il me semble, d'ARN génomique. Et globalement, chaque segment va coder pour une protéine virale distincte. Donc, les exceptions sont les segments 7 et 8 qui arrivent à coder pour 2 protéines virales. Et les segments génomiques sont encodés en fonction de leur taille. Donc, 1, c'est le plus grand, et 8, c'est le plus petit. Donc, le 1, le 2 et le 3 codent pour les sous-unités de l'ARN polymérase virale. Donc, P, c'est pour polymérase, et A, c'est pour acide, B, basique. 4 et 6 codent pour les glycoprotéines surface, l'hémagglutine et la neuraminidase. 5 codent pour la nucléoprotéine. 7 codent pour les protéines de matrice, M1 et M2. Et 8 codent pour les 2 protéines non structurales, protéines qui ne sont pas présentes dans la particule virale. Tous les autres font partie de la particule virale. Bien, mais globalement, la stratégie, c'est ça, pour les orthomyxovirus. On va segmenter le génome. Chaque segment génomique va coder pour une protéine distincte. Donc, quand l'ARN polymérase virale construit un ARN messager à partir de ce segment génomique, cet ARN messager va coder pour une protéine. L'autre solution a été employée par les mononégavirales. Donc, ça, c'est une désignation au niveau de l'ordre, n'est-ce pas? Alès, c'est un ordre de virus. Chez l'ordre des mononégavirales, on trouve 3 familles, les paramyxoviridae, les filoviridae et les rhabdoviridae. Ah, et bornaviridae, 4 familles. Et toutes ces familles de virus comprennent des pathogènes importants pour l'homme. Chez les paramyxos, on trouve le virus de la rougeole, le virus du syncyte respiratoire. Chez les filoviridae, ça c'est le virus Ebola, le virus Marburg. Et chez les rhabdoviridae, c'est le virus de la rage. Alors tous ces virus sont caractérisés par virus enveloppés avec une nucléocapside hélicoïdale. Donc soit on a des particules qui sont en forme allongée, soit des particules qui sont rondes mais qui entourent une nucléocapside hélicoïdale qui est roulée sur elle-même à l'intérieur de la particule virale. Ou alors chez les rhabdovirus, ces capsides, ces particules qui sont en forme d'obus. Alors, pour le virus de la rage, on va regarder les rhabdovirus comme notre modèle de transcription des gènes d'expression et de réplication du génome. Donc, les rhabdovirus sont définis par on peut les reconnaître immédiatement en microscopie électronique.
C'est une famille virale qui a un énorme succès parce que c'est un type de virus qui a compris le truc, ce qu'il faut faire pour infecter et parasiter n'importe quel type de cellules eucaryotes. Il y en a qui infectent des vertébrés, il y en a qui infectent des invertébrés, il y en a même qui infectent des plantes. Donc ça, c'est relativement rare, la même famille virale qui infecte à peu près tout le monde. Donc, ce que l'on connaît sur le mécanisme de réplication vient du virus qui s'appelle le VSV, virus de stomatite vésiculaire, qui affecte les cochons. Donc, on peut le techniquer au laboratoire sans risque de s'infecter. Et les mécanismes que l'on a décelés chez le VSV, c'est la même chose chez le virus de la rage, chez les autres rhabdoviridés, et on a des mécanismes semblables chez les autres mononégavirales. Ok, que dire pour ça? Donc, le génome qu'on trouve à l'intérieur de la particule, c'est en ARN brun moins, à peu près 11 kilobases de longueur. Alors, on va avoir des problèmes pour l'ARN polymérase virale. Et la première chose que le virus doit faire, c'est exprimer des ARN messagers à partir de l'ARN génomique viral. Alors, comment est-ce que la polymérase va reconnaître spécifiquement l'ARN viral et la copier elle, et pas le copier lui, pas les autres ARN cellulaires? En fait, l'ARN génomique des virus ARN brun moins est toujours associé avec la nucléoprotéine virale. Et en fait, l'ARN polymérase virale ne reconnaît pas les ARN libres, mais la matrice, c'est l'ARN viral associé avec la nucléoprotéine. Oui. Donc, la matrice reconnue par l'ARN polymérase, ce n'est pas l'ARN viral nu, c'est le complexe ARN plus nucléoprotéine. C'est la nucléocapside qui est le substrat de la polymérase. Et c'est pour ça que l'ARN polymérase virale ne va pas transcrire les ARN cellulaires. Ensuite, comment initier la polymérisation? Bon, on va avoir une initiation sans l'amorce, et puis on peut initier la polymérisation soit à l'extrémité 3' de l'ARN de la matrice, l'ARN matrice, ou à différents sites à l'intérieur. Alors, comment ça va se passer? Quand on regarde le génome d'un rhabdovirus, on voit ce type de structure. Donc déjà, ok, c'est en ARN brun moins, c'est le brun non codant. Donc on la représente avec la 3' ici et la 5' là. Donc on voit plusieurs cadres ouverts de lecture, pas une seule, donc on n'a pas de polyprotéines. On a des cadres ouverts de lecture distincts pour les différentes protéines. Et le service minimum pour un rhabdovirus, c'est de coder pour une nucléocapside N, glycoprotéine de surface G, une protéine de matrice M, et ensuite les protéines qui sont impliquées dans la réplication, qui sont le produit de la protéine L, c'est ça la polymérase, et la phosphoprotéine P. Donc ces cadres ouverts de lecture sont séparés par ce qu'on appelle les régions intergéniques, et en 3', on trouve ce qu'on appelle la séquence leader. Alors l'ARN génomique est associé avec la nucléocapside et également un complexe entre la polymérase et la phosphoprotéine qui va se fixer sur la séquence leader, et c'est ce qui va permettre l'initiation de la transcription des ARN messagers à partir de cette région intergénique, apparemment. Alors ce qui va se passer, c'est que la polymérase ARN, la L, va transcrire le premier cadre ouvert de lecture. Quand elle arrive à la séquence intergénique, elle va se détacher et elle va se réattacher ensuite et transcrire le deuxième cadre ouvert de lecture, la polyprotéine. À la séquence intergénique, elle va se détacher, elle va se réattacher, et ainsi de suite. Donc comme ça, on va transcrire chacun des ARN de façon indépendante.
Et à chaque fois que l'ARN polymérase se détache de l'ARN génomique, il y a la possibilité qu'en fait, elle ne va pas se réattacher tout de suite à la séquence intergénique, mais qu'elle va redémarrer depuis le début. Donc, le résultat de ça, c'est qu'on a des quantités différentes de chacun des ARN messagers. C'est-à-dire que les ARN ou les protéines qui sont codées plus près de l'extrémité 3' de l'ARN génomique vont produire plus d'ARN messagers et les protéines qui sont codées plus loin vont produire moins. Et donc ça, c'est une façon pour le virus, c'est un mécanisme que le virus utilise pour régler la quantité des différentes protéines qui sont exprimées. Pour produire une particule virale infectieuse, on a besoin de plusieurs milliers de copies de la protéine de nucléocapside et 1 à 10 copies de l'ARN polymérase. Donc c'est important pour le virus de mettre la nucléocapside ici dans le génome et pas à l'autre bout. Un autre truc que les virus ARN brun-moins doivent faire, c'est d'assurer que ces ARN messagers puissent être traduits par les ribosomes cellulaires.'ici, on n'a pas d'IRES, donc on doit utiliser le système normal de traduction. Donc on doit avoir un coiffe en 5', une queue polia à l'extrémité 3' de ces ARN messagers. Et c'est le produit de la protéine L, la polymérase ARN virale, qui fait tout ça. Alors, comment ça marche, cette histoire de détachement et réattachement de la polymérase ARN sur des régions intergéniques? Quand on regarde bien, on a une séquence en 7 uridines qui sont présentes dans les séquences intergéniques. Et ces 7 uridines de suite vont provoquer un glissement de l'ARN polymérase qui va revenir ici et retranscrire cette uridine. Il va revenir et va retranscrire cette uridine en ajoutant des A. Et c'est ça qui va générer une queue poly-A. Donc ça va continuer jusqu'à ce qu'il y ait à peu près 200 adénines qui sont ajoutées à l'extrémité 3' de l'ARN messager viral. Et à un moment donné, l'ARN polymérase va terminer, il va se détacher et il va redémarrer sa polymérisation ici, directement après la queue, les 7 uridines là. Et la première chose que l'ARN polymérase va faire, c'est de ajouter une coiffe au début du prochain transcrit. Donc cette ARN polymérase virale est dotée d'une activité de formation de coiffe. Alors si on fait ça, comment est-ce que le virus arrive à recopier son génome? Parce que si on retranscrit tout le temps des ARN messagers qui recouvrent une partie seulement du génome, ça ne peut pas servir comme une matrice pour régénérer l'ARN génomique en entier. Okay. Donc le virus doit employer une autre technique pour retranscrire une copie qu'on appelle full length, longueur intégrale de l'ARN génomique. Et ce qui va régler ça, c'est la présence de la protéine N, la nucléocapside. Donc si la protéine N est abondante lorsque l'ARN polymérase arrive sur la région intergénique, et commence à transcrire les 7 uridines et les recopier en A, la nucléoprotéine va se fixer directement sur les adénines qui sont synthétisées. Et ça va supprimer ce mécanisme de glissement, détachement et réinitiation de la transcription.
Donc c'est la quantité de la nucléoprotéine qui va permettre, enfin la présence de la nucléoprotéine qui va permettre la synthèse d'une copie longueur intégrale en ARN brun plus de l'ARN génomique, qui à son tour va servir comme une matrice pour la synthèse du génome viral. Ok, bon, on va voir si vous avez compris quelque chose là-dessus. Imaginons que vous cherchez à mettre au point un système génétique inverse pour les rhabdovirus ou pour le virus de la rougeole. Qu'est-ce qu'il faut amener dans la cellule pour permettre la formation de particules virales à partir d'acides nucléiques? C'est bon, tout le monde a fait son idée là-dessus? Ok, qui dit A? Transfert de l'ARN génomique. C'est bon. Qui dit B? L'ARN génomique est quelque chose qui code pour la polymérase. 4. Qui dit C? Il faut l'ARN génomique, la polymérase et la nucléoprotéine. Et qui dit D? Il faut l'ARN génomique, la polymérase, la nucléoprotéine et la phosphoprotéine. La réponse est D. Bah, ouais, ce que je voulais dire en mettant A, ARN génomique viral, ça, tout seul, ça marche. C'est pas juste, c'est pas, on n'est pas dans les maths ici, hein, avec A, c'est un sous-groupe de D. Donc si D est vrai, A est D, c'est pas ça. Je ressemble à Évariste Galois, moi, ou quoi? Non. Alors, le sens de la question, c'était que vous faites quel est le minimum qu'il faut ajouter pour que ça marche. Pas est-ce que. Ouais. Alors, c'est pas C, c'est D. Pourquoi? Donc, B, c'est faux parce que la polymérase virale ne reconnaît pas l'ARN nu. La polymérase virale reconnaît le complexe ARN plus nucléoprotéine, la nucléocapside. Donc, il faut au minimum ça. Mais ce n'est pas non plus vrai parce que ce qui permet l'ARN polymérase, la protéine L, de se fixer à l'extrémité de l'ARN génomique sur la séquence leader, c'est la phosphoprotéine. Donc c'est la phosphoprotéine qui va se fixer ici. Donc ça, c'est aussi nécessaire pour permettre l'expression des gènes viraux et permettre la réplication. Donc la réponse est D. Pour un virus ARN brun plus, puisqu'on est là, quelle est la bonne réponse? Ok, virus classe 4, ARN brun plus. Qui dit A pour un virus ARN brun plus? Qui dit B?
Qui dit C? Qui dit D? Ah, et beaucoup de gens, ils ne savent pas quoi penser. Hein. C'est pas bon, ça. Lors de l'examen, c'est pas bon. Là, aujourd'hui, si vous levez la main, vous ne levez pas la main, ça ne change rien. Le jour de l'examen, si vous ne savez pas quoi mettre, bah, c'est pas bon. Hein. Alors, la bonne réponse pour les virus ARN Brun+. Ah, on a commencé en disant ce qui est livré après, au début de l'infection pour un virus ARN Brun+, c'est l'ARN génomique qui rentre dans la cellule toute seule. Donc, c'est la seule chose qui est nécessaire. Donc, si vous faites ça artificiellement, ça suffit. L'ARN génomique est pris en charge directement par le ribosome, et c'est ça qui permet la production de la polymérase. Donc, vous n'avez pas besoin de la rajouter. Nucléoprotéine. Où est-ce que vous voyez un nucléoprotéine dans le génome de picornavirus? Il n'existe pas. Pareil pour la phosphoprotéine. OK. Donc, on va passer un petit quart d'heure sur les rétrovirus. Alors, cette fois-ci, on commence avec un génome en ARN brun plus dans la particule virale. Et la particularité des rétrovirus, c'est que après l'entrée, la transcriptase inverse du virus va transcrire cet ARN en ADN double brun. Donc, on a besoin d'une transcriptase inverse qui est codée dans le génome et qui est incorporée dans la particule virale, parce qu'elle doit agir tout de suite après l'infection, avant que les gènes soient exprimés. Ensuite, cet ADN double brun sert de matrice pour exprimer des ARN messagers codant pour les protéines virales. Et cela sert également comme matrice, en tant que matrice, pour retranscrire des copies de l'ARN génomique du virus. Alors ça pose un problème pour le virus, parce que, si je trouve un stylo rouge, notre génome est en ARN. Elle doit être retranscrite en ADN double brun. Mais pour transcrire un ARN messager à partir d'un ADN double brun, on a besoin d'une séquence promotrice qui va démarrer la transcription à partir de là. Donc, la transcription va démarrer ici. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que, comment on fait pour recopier ce bout-là qui code pour le promoteur? C'est ça que ça veut dire, cette partie. Comment je régénérer un génome complet? Ça, c'est un problème pour les rétrovirus. Le deuxième problème, c'est que on va utiliser l'ARN polymérase de la cellule hôte ici pour transcrire des ARN messagers viraux, mais on va utiliser un seul promoteur. Donc la question, c'est comment on va transcrire plusieurs ARN messagers à partir d'un seul promoteur. Et on va utiliser plusieurs méthodes pour y arriver, en fait. Donc, rétrovirus, en termes général, bon, il y a différents types de rétrovirus. Les spuma et les orthorétrovirinés sont les sous-familles qui ont des particularités en microscopie électronique. Les spuma-rétrovirus, on peut les trouver rétrovirinés, on peut les trouver chez les singes. Et de temps en temps, ils sont transmis à l'homme. Chez les orthorétrovirinés, on trouve différents genres, les alpha, bêta, gamma, delta, epsilon rétroviridés et les lentivirus. Chez l'homme, on trouve le HTLV1, qui est un delta orthorétrovirus, et le VIH1, qui est un lentivirus. Donc, tous les rétrovirus sont des virus enveloppés avec une nucléocapside icosahédrique qui va ressembler plutôt comme ça, la nucléocapside, ou plutôt comme ça, pour les lentivirus.
très spécifique des lentivirus, cette forme-là. Pour vous donner une idée de la capside, c'est ça. Donc ça, c'est le VIH1 en 3D. Donc on a l'enveloppe en bleu, les glycoprotéines, l'enveloppe dedans, la nucléocapside en rouge, avec cette forme conique, et la protéine de matrice en jaune. Alors pour la première question, comment on fait pour régénérer les extrémités du génome à chaque fois? Alors quand on regarde dans le génome d'un rétrovirus, en la partie en rouge, ça code pour les protéines virales, c'est la partie codante, ou la partie traduite. Aux extrémités, on a une séquence répétée, R, et on a deux séquences non traduites, ou untranslated, c'est U, 5 parce que c'est au 5' du génome, et 3 parce que c'est au 3' du génome. Alors, lors de la transcription inverse qui a eu lieu dans le cytoplasme, on a un tour de passe-passe par la polymérase à la transcriptase inverse virale, ce qui permet de recopier la région U3 en amont ici, dans la copie en ADN double brin qui est fabriquée. Donc, après la transcriptase inverse, on a ce système-là. Et c'est ça qui va être intégré dans l'ADN de la cellule hôte par l'intégrase virale. Donc, ce système est absolument essentiel parce que le promoteur viral est compris dans la séquence U3. Donc, l'ARN polymérase cellulaire va commencer la transcription à partir d'ici. Donc, il va retranscrire un génome complet de R jusqu'à l'autre extrémité R. Et ensuite, il va ajouter une queue polia ici. Donc ça, c'est la solution au problème. Comment régénérer un génome complet à chaque fois? Oui, donc on va transcrire un polymérase cellulaire, on va transcrire d'ici jusque là. Pour l'expression génique. Ouais, on a du temps, là. Ok. Ouais, puisqu'on a du temps, je vais expliquer ça un petit peu. Parce que je ne savais pas si vous pouvez l'expliquer. Ok. Alors, je vais voir si je suis encore capable de vous dessiner ça. Ouais. Alors, quelle est l'amorce? Une transcriptase inverse. On synthétise de l'ADN à partir d'une matrice en ARN. La synthèse d'ADN a toujours besoin d'une amorce en ARN, n'est-ce pas? Première chose qu'il faut pour ce virus, c'est une amorce pour démarrer ça. L'amorce, c'est une ARN de transfert cellulaire qui va s'hybrider ici. Et qui va servir d'amorce pour la synthèse d'un petit bout d'ADN complémentaire à cette extrémité de l'ARN viral. Ok, on ne commence pas par ici et on synthétise tout. On a besoin d'une amorce pour démarrer. On ne peut pas amorcer ici, ce n'est pas possible, parce qu'on n'a rien à l'extrémité. Donc on amorce ici. Ensuite, l'ARN polymérase est doté d'une activité
RNase H, c'est-à-dire il va dégrader de l'ARN lorsqu'il est présent dans une structure double brin avec de l'ADN. Donc on va dégrader tout ça. Et on a R, U3. U5, oui, merci. Alors, cet ADN-là va maintenant s'hybrider ici. Et c'est ce qui va nous permettre de recopier jusque-là. Et ça va s'appeler le PBS, Primer Binding Site. Donc, on a fait ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va dégrader toute cette ARN génomique, sauf pour une partie qui résiste, qui est le PPT. Je crois que c'est polypyrimidine tract, ou c'est peut-être polypurine. Donc ça va résister. Et ça va permettre la transcriptase inverse de redémarrer ici. Ok, ça c'est en ARN ici. Elle va finir par céder à l'activité RNase H. Ça aussi, ça sera dégradé par les RNase H. Et la dernière étape, le PBS ici va se fixer là. On peut synthétiser un ADN double brin qui contient tout. Ouais, okay. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors, pour l'expression génique, quand on regarde le génome du VIH, on a plusieurs cadres ouverts de lecture. GAG, ça code pour les protéines de capside. ENV, ça code pour les glycoprotéines enveloppes. POL, censé être polymérase, mais en fait, c'est un cadre ouvert de lecture qui code pour une protéase, transcriptase inverse et une intégrase. Et puis, on a différents bouts de cadres ouverts de lecture ailleurs dans le génome, pour les protéines mineures. Alors, initialement, ce qui va se passer, c'est qu'on a la transcription qui démarre ici, sur la région U3. Et on va former un ARN, un premier transcrit qui va être full length, l'ARN génomique.
Et cet ARN, puisqu'on est dans le noyau, sera pris en charge par le spliceosome. Donc, ça va donner des ARN épicés, qui seront des gènes précoces. Donc, les ARN épicés vont coder pour les protéines mineures, et notamment la protéine TAT. Ah, TAT et REV. Donc, REV va supprimer l'épissage de l'ARN messager et va permettre l'expression des gènes et va permettre l'export de l'ARN full length, l'ARN génomique. Donc, les ARN épicés vont coder pour une protéine par ARN messager, et l'ARN génomique non épicé, qui sont exportés sous l'expression de la protéine REV, va coder pour plusieurs protéines. Donc, l'ARN génomique va coder pour quoi? Va coder les protéines de capsides, GAG, et les protéines impliquées dans l'implication, la protéase intégrase et la transcriptase inverse, dans le canal ouvert de lecture POL. GAG et GAG-POL vont être traduites comme deux polyprotéines. Comment ça se fait? On a un codon stop à la fin de la polyprotéine GAG. Et donc, normalement, le ribosome va arriver sur cet ARN, l'ARN génomique du VIH. Il arrête au codon stop. Ça forme la polyprotéine GAG. Mais il y a une structure, un pseudo-nœud, juste autour de ce codon stop, qui va provoquer un glissement du ribosome et va provoquer un décalage du cadre de lecture dans le cadre de lecture -1. Ouais, c'est bien ça. Et ça va permettre au ribosome de lire à travers le codon stop et de traduire la protéine GAG-POL. Ensuite, ces polyprotéines vont être clivées par la protéase virale qui est dans la partie N-terminale de la polymérase, POL. Et donc, on génère les différentes protéines fonctionnelles. Donc, chez les rétrovirus, on a une sorte de curieux mélange. Cette partie-là, ça ressemble à les virus ARN brun plus polyprotéines, clivage par une protéase virale. Cette partie ici, c'est un peu comme les virus ADN. On utilise l'épissage, les différentes formes épicées d'ARN messager pour exprimer plusieurs gènes. Donc, c'est une sorte de mélange bizarre d'un virus à ADN et un virus à ARN. OK. Donc, plusieurs possibilités pour vous. Quels sont les mécanismes qui ne sont pas utilisés par des rétrovirus? Je devais arrêter de faire ça. OK. A n'est pas employé par des rétrovirus. A, qui dit A? Qui dit B? Qui dit C? Qui dit D? Qui dit E? Iris. Alors, les bonnes réponses, c'est A et E. Un seul promoteur pour gérer l'expression de tous les gènes. Et on n'a pas d'IRS. Les mécanismes qui ne sont pas utilisés par les rétrovirus B, C et D sont utilisés. OK, donc pour le résumé pour aujourd'hui, pour les virus ARN, on a toujours besoin d'un ARN polymérase dépendant de l'ARN.
un problème pour tous les virus ARN, c'est comment distinguer l'ARN viral des ARN cellulaires. Et les grands trucs à retenir pour l'expression et la réplication des génomes en ARN. Pour les virus ARN brun plus, IRS et initiale introduction par un IRS, expression d'une polyprotéine, protéase virale. Une ou plusieurs, ou une ou deux. Virus ARN brun moins. Pourquoi on fait des génomes segmentés? C'est pour coder un gène viral par segment. Et le système arrêt et redémarrage chez les mononégavirales, ce qui est important. Pour les rétrovirus, le résumé c'est le suivant. On a un mélange de différents mécanismes. Okay. Le polymérase est associé avec l'ARN dans la particule. Ça, c'est comme les classes 5. On a l'expression d'une polyprotéine, une protéase virale, c'est comme les classes 4. Et on utilise l'épissage alternatif comme un virus de classe 1. Il y a un autre truc là. Pour les TD, quelqu'un m'a dit, donc on démarre lundi prochain pour un groupe, et quelqu'un m'a dit qu'il y a un TD en semaine 18 que vous souhaitez déplacer, c'est ça? C'est le moment d'en discuter si vous voulez un changement. Hein. Voilà. Bon, les gens dans ce groupe-là, vous pouvez rester 2 ou 3 minutes et me le dire. Et on va voir. Ce que je propose de faire, en outre, c'est, il y a un groupe TD qui est très petit. Je vais éliminer un de ces doubles sessions de TD qui est sur l'emploi du temps pour le petit groupe. Et je vais le remplacer par un examen blanc. Yeah, I might as well be talking to myself, I know. Donc, un TD va sauter pour le petit groupe. Pour qu'on ait le bon nombre d'heures dans l'UE. Je vais recaser ça en semaine 18. Je vous propose un examen blanc avec la correction de la partie viraux. C'est en préparation de l'examen. D'accord? Comme ça, vous pouvez... Non? Vous ne comprenez pas ou quoi?